Bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver dans ce nouveau live avec Corinne Moreau. Corinne, bonjour. Je vais te présenter dans Bonjour. quelques instants. Juste avant d'aller dans le cœur du sujet recrutement et onboarding, je voudrais juste vous parler du club Shift, qui est le club qui vous propose ce live de manière totalement gratuite. Shift, c'est un club pour entrepreneurs dont la mission est de faciliter l'entrepreneuriat, mesdames et messieurs, en France. Et Dieu sait que l'entrepreneuriat en a besoin. Plus d'1 million d'entreprises se créent tous les ans en France. Mais connaissez-vous le salaire moyen d'un entrepreneur? C'est inférieur au SMIC. Un entrepreneur en France, en moyenne, gagne moins que le SMIC. Donc c'est bien de vouloir créer des entreprises, c'est bien de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien de vouloir aller vers la liberté financière, la liberté géographique, la liberté temporelle, toutes ces promesses que l'entrepreneuriat veut bien nous donner, mais ces promesses ne doivent pas devenir des mirages. Et pour ça, on a absolument besoin de se faire accompagner d'experts, se faire accompagner dans la durée. Ce ne sont pas que des formations, ce ne sont pas que des fausses promesses, tous ces scams que vous entendez à longueur de journée sur tous les réseaux sociaux qui vous promettent tout de suite, en quelques semaines, des revenus supérieurs à 20 ou 30 000 euros par mois. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin de temps, on a besoin d'expérience, on a besoin d'être soutenu dans nos démarches pour y voir clair et pour construire ces stratégies. C'est tout ce que propose le Club Shift. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Mais aujourd'hui, avant de parler d'aujourd'hui, je vais juste préciser le prochain live que vous pourrez retrouver et pour lequel vous pouvez déjà vous inscrire directement sur Shift, qui s'appellera Amour et Business. Quelles sont les fondations d'une bonne communication? Quels sont les parallèles que l'on peut faire entre l'amour et le business? Et là, j'aurai pour invité Sandrine Morin. Et ce live aura lieu le 11 juin 2024, bien entendu, à 19h. Et ça sera le dernier live de ce semestre. On clôturera cette première séance de live pour redémarrer dès le mois de septembre avec tout un tas de nouveaux invités tout aussi exceptionnels les uns que les autres. Aujourd'hui, le thème, c'est recrutement et onboarding. Deux choses, mesdames et messieurs, qui, si vous ne le savez pas encore, sont totalement différentes. Pour faire une petite analogie, dites-vous que le recrutement est un petit peu le flirt et que le onboarding sont les premiers jours passés avec votre dulciné ou votre amoureux. Et c'est une grande différence à faire parce que si vous mettez beaucoup d'efforts dans votre recrutement, mais que vous avez un mauvais onboarding, eh bien, vous n'allez pas garder les personnes que vous avez mis énormément de temps à recruter, vous y avez passé du temps, etc. Et vous pouvez tout faire foirer avec le onboarding et les gens peuvent partir et vous allez avoir de la volatilité. Et pareil, si vous avez un mauvais recrutement, vous pouvez avoir un bon onboarding, ça ne servira pas non plus à grand-chose. Donc, nous avons un couple ici, recrutement et onboarding, qui est important d'associer. Et pour ça, il y a des erreurs qui sont invitées à éviter. Et c'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui Corinne Moreau, qui est une experte du recrutement et du onboarding. Et pour dire et pour cause, mesdames et messieurs, elle a été DRH pendant plus de 35 ans. Elle a été à des fonctions importantes dans des sociétés comme DHL, la Caisse d'épargne, Speedy, Dexia, Fortis Assurance, Sofaco. Et aujourd'hui, Corinne, tu as ton propre cabinet dont tu es la fondatrice et la présidente qui s'appelle Como Consulting et tu accompagnes les entrepreneurs, les petites entreprises dans leur process de recrutement et de onboarding. Tu vas nous expliquer ça dans quelques instants. Et puis, tu es aussi business angel. Tu m'as dit que tu faisais partie d'un club, le Rugby Business Angel. Donc, tu associes les valeurs du rugby aux valeurs de recrutement. Et moi, j'adore le rugby. Je suis un ancien footballeur, mais qui s'est converti, qui a shifté pour aller directement vers le rugby parce que je préfère les valeurs de l'Ovalie que les valeurs du foot actuel. Mais ça, c'est un autre débat. On ne va pas en parler aujourd'hui. Corinne, il est temps pour moi de te donner la parole. D'abord, de te remercier, de dire que tu es experte au sein du club, évidemment, sur toutes ces questions de recrutement et tu aides les entrepreneurs dans les processus de recrutement et notamment peut-être ce premier shift à faire, de passer de l'auto-entrepreneur ou du solopreneur à ce chef d'entreprise qui aurait son premier salarié. Et ça, c'est un très, très gros shift qui est très difficile à passer. Donc, tu vas nous parler de tout ça, mais avant, Corinne, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ta présentation?
Bonjour tout le monde. Eh ben, écoutez, ravi d'être avec vous sur Shift. Dans ma présentation, dans ma présentation, non, un parcours qui a commencé dans le commercial. Moi aussi, j'ai fait un shift puisque après j'ai rejoint les équipes RH. Et puis gros shift de fin de carrière à la retraite. J'avais pas envie, en tout cas, j'avais envie de faire une retraite active et donc un autre shift important, créer mon entreprise. Et je sais que c'est difficile. Et j'accompagne effectivement les entreprises qui ont des besoins en processus RH, de recrutement, de onboarding, de management, et également dans des moments qui sont le premier recrutement, ou alors des grands moments de croissance de ces entreprises où il y a souvent des crises de croissance et il faut accompagner l'ensemble des équipes. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec Eric, qui nous a semblé évident d'aborder les 10 erreurs du recrutement. Il y en a sûrement d'autres. Déjà, la première chose, c'est soyez rassurés, même les experts, même les meilleurs DRH, les meilleurs recruteurs de la Terre, eh ben, ils se trompent parce que nous sommes dans l'humain. Simplement, c'est qu'il faut limiter les risques parce qu'un recrutement, c'est du temps et c'est de l'argent. Et c'est conséquent pour l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de limiter les risques et de supprimer des erreurs assez classiques. Alors, je vais commencer assez facilement, c'est d'un seul coup, vous vous dites là, il faut vraiment que je recrute. La première question, c'est vraiment posez-vous. C'est une course, on est dans l'année olympique. Il faut pas non plus aller trop vite et partir souvent, comme j'ai l'habitude de dire, les 4 pattes en avant. C'est posez-vous sur quel profil vous avez vraiment besoin dans votre entreprise. Le profil, les compétences, les critères qui sont pour vous absolument essentiels. C'est un moment le plus crucial et écrivez votre fiche de poste. Alors, certains vont dire, c'est compliqué d'écrire une fiche de poste. Écoutez, vous avez l'intelligence, vous avez ChatGPT. C'est pas la panacée, mais ça peut vous donner un guide. Ça peut vous dire, ah tiens, j'avais pas pensé à ça. Est-ce que vraiment sur ce poste-là, dans ce que j'ai besoin, la personne va faire cette activité ou pas? Posez, prenez ce temps-là. C'est absolument nécessaire. Et c'est pas quelque chose que vous allez faire entre X réunions avec votre comptable, avec vos financiers, avec vos clients. C'est prenez ce temps-là. Posez-vous, c'est vraiment, vraiment important, bien rédiger cette fiche de poste. Donc, première chose, définir correctement son profil et vraiment, ça, c'est votre point de départ. J'ai une question, Corinne, si tu me le permets. Ce que j'ai rencontré comme difficulté auprès des entrepreneurs, c'est avant même en fait la fiche de poste, c'est quand est-ce que tu sais que tu dois embaucher, que tu peux embaucher. Tu as parlé de ChatGPT par exemple. Ouais. ChatGPT peut devenir un bot sur tout un tas de choses. Ça peut devenir un community manager, ça peut devenir un conseiller financier, ça peut devenir un coach. Voilà, tout dépend du rôle qu'on va pouvoir lui donner. Quand est-ce que tu sais que tu dois faire ce shift de passer de j'ai pas de salarié à il faut que je prenne un salarié. J'imagine que tu as des retours d'expérience là-dessus. À quel moment tu dois te lancer? Parce qu'il y a des peurs derrière ça. Bien sûr qu'il y a des peurs. On a tous peur de dire, mais si je le recrute, est-ce que je saurai le payer? Est-ce que j'aurai assez de chiffre d'affaires pour pouvoir le payer? Mais il y a un moment, ne pas recruter, et c'est aussi limiter son chiffre d'affaires et son développement. Donc, c'est une bonne balance à étudier avec votre comptable. N'oubliez pas que vous avez beaucoup d'aides possibles et il faut aller chercher ces aides-là, soit pour aller chercher de l'alternance, si vous avez besoin d'alternance, d'un stagiaire aussi, c'est possible, ou d'un quelqu'un en CDI. Il y a énormément d'aide autour de vous. Vous avez votre comptable qui est là pour vous aider. Mais dites-vous, est-ce que en face, ça va me rapporter combien je vais récupérer de business par rapport à ce recrutement quand c'est le premier. Et aussi, faites attention, je cours partout, je fais plein de trucs. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Moi, j'ai vu des erreurs en disant je vais recruter une secrétaire. J'ai rien contre les secrétaires, c'est très très bien, mais est-ce que c'est vraiment le profil dont j'ai besoin pour mon premier poste? Est-ce que j'ai pas plutôt besoin de quelqu'un pour développer mon business? Donc, et puis surtout, regardez les aides. Il y en a énormément. Et ça, c'est aussi là, votre comptable peut vraiment vous aider sur ces aspects-là.
Alors, une Donc, fois que vous avez des... pour les Ouais. aides, on demande au comptable. Hein, c'est ce que tu conseilles. Pour les Ah, aides, bah, on moi, demande au comptable. absolument. Oui, vous avez Ok. aussi toute la partie administrative, mais c'est le comptable qui connaît le mieux les aides administratives. Et ne vous dites pas ça va être compliqué, etc. C'est administratif. Non, franchement, ça demande effectivement peut-être d'aller sur le site, mais vraiment, je trouve que notre administration a beaucoup progressé ces derniers temps et beaucoup de choses sont en ligne. Donc, pas d'angoisse là-dessus. Et puis, il y a un moment, bah, vous êtes entrepreneur, donc c'est aussi prendre un risque, mais ce risque, il doit être calculé. Et pour moi, l'intérêt, c'est d'aller chercher quelqu'un qui peut vous aider à développer votre entreprise. Ok. Alors, Donc là, on a ouais. déjà les deux premières erreurs à peu près à éviter. Ensuite, qu'est-ce que Bah, si on en reprend dans fait, l'ordre. l'erreur souvent que j'ai rencontrée, c'est de vouloir le candidat parfait. Le plug and play, ça n'existe pas. Donc, la personne n'aura pas toutes les compétences de la Terre. Ça, c'est illusoire. Donc, il est absolument important que vous listiez. Et souvent, je dis aux gens, écrivez quelles sont les compétences que vous attendez, les connaissances que vous attendez. Et dites-vous, ça, c'est absolument incontournable ou je peux m'en passer, ou je peux aider la personne à apprendre cette compétence-là. Si vous travaillez à l'international, vous avez envie de vous développer, si la personne elle parle pas correctement anglais, ben c'est absolument incontournable. Et j'ai vu des recrutements pour l'international avec des gens qui parlaient pas très bien anglais. On va y revenir tout à l'heure pour tester les connaissances. Mais vraiment, checker. Et ça, cette grille-là, elle va vous servir à évaluer les candidats que vous allez rencontrer. On a tous, on dira, il faut qu'il fasse ça, puis il faut qu'il fasse ça, il ou elle. Hein. Il faut que le candidat sache faire. Et c'est une liste à la Prévert. La personne, le candidat, malgré toutes les capacités, les meilleurs candidats de la Terre, il ne saura pas tout faire. Donc, mettez-vous des choses en grille. Est-ce que vraiment ces compétences sont incontournables? Ça, c'est non négociable. Il faut vraiment que la personne les connaisse. Et on verra tout à l'heure qu'il faut les évaluer, ces compétences incontournables. Ça serait un plus et ça serait plutôt bien. Et puis, ces compétences-là, eh ben, la personne peut aller en formation, il y a des possibilités où vous pouvez lui permettre d'acquérir ces connaissances-là. Et donc ça va vous permettre de bien checker ce dont vous avez besoin et écrivez ces éléments-là parce que on va en reparler lors de l'entretien avec un candidat. Il faut que vous ayez ces grilles-là pour être sûr d'avoir évalué les compétences incontournables du poste. Autre Alors, élément également, je termine là-dessus, c'est si vous ouvrez trop les compétences, vous allez recevoir des tonnes de CV. Et là, les tonnes de CV, c'est vraiment très compliqué à tout gérer. Donc, il ne faut pas trop resserrer pour dire je veux absolument telle et telle chose, mais un juste équilibre entre les compétences absolument incontournables et tout le reste des compétences. Alors là, tu parles des compétences, et les compétences, c'est certain que c'est obligatoire. Voilà, si on a une personne qui n'est pas compétente au poste qu'on a défini, ça va être très compliqué d'avancer. Mais je voudrais faire juste un petit partage d'expérience. Il m'est arrivé de, de travailler avec et de rencontrer l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Donc, qui sont les As des As français, des anciens pilotes de chasse qui font les meetings aériens. Et récemment, j'étais aussi au GIGN où j'ai eu la chance d'avoir échangé avec le général Getty, le patron du GIGN actuel. Et ce qu'ils disent, ils ont des processus de sélection qui sont évidemment liés à la compétence physique, compétence mentale, mais il y a une chose qu'ils regardent avant tout aussi, c'est le potentiel de développement du candidat. Mm. Donc, ils ont dans leur process de recrutement la capacité de déceler si le candidat est capable d'apprendre au fur et à mesure de son apprentissage une fois qu'il a onboardé, une fois qu'il est à bord, en fait. Et ça, c'est primordial pour eux. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans l'entreprise? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu sais évaluer? Est-ce que c'est quelque chose que les DRH évaluent? Ma question est un peu biaisée parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas le cas. Moi, j'ai eu l'occasion de recruter une centaine de personnes dans mes différentes carrières. Et je faisais un petit peu au feeling, mais j'étais pas. Voilà, c'est vrai qu'on regarde, on veut s'assurer que le CV est en adéquation avec la personne que l'on a en face, mais comment on décèle le potentiel d'une personne, le potentiel de développement? Pour moi, c'est
Tu as raison, c'est essentiel la partie capacité à apprendre. Bah, déjà, c'est l'histoire, on va y revenir sur le déroulement de l'entretien, mais pour moi, c'est aussi l'histoire qu'on va demander au candidat de raconter, pas simplement son CV, parce qu'on sait lire, donc on l'a sous les yeux, mais lui poser des questions, l'interroger en disant face à cette situation, est-ce que vous pouvez me raconter une situation où ça vous saviez pas faire et qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir répondre aux attentes de votre hiérarchie. Et vous allez voir si la personne vous dit, je suis allée sur Internet, j'ai été voir d'autres collègues pour pouvoir apprendre. Je sais que dans l'entreprise, quelqu'un savait faire ce qu'on m'a demandé de faire, donc je suis allée le voir. Ça, pour moi, c'est des éléments où concrètement, la personne montre qu'il n'a pas les deux pieds dans le même sabot et qu'il est capable d'aller chercher cette connaissance qu'il n'avait pas pour le faire. Contrairement à d'autres personnes qui disent j'ai demandé une formation. Ok, d'accord, mais il y a plein d'autres, il y a les formations sont importantes, mais qu'est-ce que vous avez vraiment engagé à faire pour monter vos compétences? Et il y a les compétences, il y a aussi la manière, parce que on parlait des pilotes et puis du GIGN, il y a le collectif, et on va y revenir lors de l'entretien, poser des questions. Comment la personne a intégré un collectif? Un collectif avec des moments où c'est compliqué le collectif. C'est pas toujours le monde des bisounours, mais il y a un moment où comment elle a fait pour rentrer dans un collectif qui était très soudé. Et je pense aux entreprises qui commencent avec quelques collaborateurs et puis qui grossissent et qui se développent. Puis d'un seul coup, il faut rentrer des collaborateurs qui sont plus les collaborateurs historiques. C'est pas facile pour le chef d'entreprise, mais c'est pas facile aussi pour ceux qui arrivent. Donc, ça veut dire aussi que dans vos critères incontournables, il faut que vous mettiez que la personne a une véritable envie de travailler avec un collectif. Et ça passe par le questionnement lors de l'entretien. On va y revenir, par lui poser des questions sur des expériences. Qu'est-ce que la personne a vécu comme expérience, positive ou négative? Et c'est tout aussi intéressant de lui demander si la personne a eu une expérience de rentrer dans un collectif très fermé et ça s'est peut-être pas bien passé. Comment elle a fait? Comment elle aurait pu mieux faire? Qu'est-ce qu'avec du recul, elle pourrait mieux faire? Donc, questionner, mais on va y revenir. Oui, et le collectif, je précise que ça commence à 2. On n'a pas besoin d'être 50. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise, vous êtes solopreneur, auto-entrepreneur, et que vous recrutez votre première personne, le collectif, il commence. Et vous savez comment c'est déstabilisant dans un couple quand arrive le premier bébé. On connaît tous cette histoire-là. Les couples sont déstabilisés parce que du coup, on est 3 au lieu de 2 et on met notre focus sur le bébé et puis sur son ou sa partenaire. Et ça peut déstabiliser beaucoup de choses. Et le premier venu dans son entreprise, même si son entreprise, elle est unipersonnelle, eh bien, ça peut poser énormément de problèmes. Et l'importance de savoir ce que l'on veut, pas que en termes de compétences, mais aussi en termes de relations, c'est ce que tu précisais. Et la relation est même à placer dans la durabilité au-delà des compétences. Les compétences peuvent s'apprendre, mais on s'associe sur des valeurs et on se dissocie sur des valeurs. En général, on dit ça pour des associations, mais en tout cas, c'est ce que je pense, un premier salarié, c'est une forme d'association. Et j'ai envie de dire que c'est la deuxième ou la troisième, je ne sais plus à quel niveau on est, mais c'est ne pas réfléchir à votre promesse employeur. Qu'est-ce que vous lui promettez à ce candidat à qui arrive ou à ce futur collaborateur? Qu'est-ce que vous lui promettez? C'est fini le temps où il suffisait de dire j'ai créé ma boîte, ça fonctionne bien, venez chez moi, tout va bien. Non, le collaborateur, le candidat à l'heure d'aujourd'hui, il attend quelque chose. Et dans cette attente, bien évidemment, il y a toute la partie rémunération, etc. Et ça, il faut que vous soyez aussi très clair là-dessus, avec le candidat et avec les candidatures que vous allez recevoir. Il y a toujours plein de beaux profils, mais s'ils sont très chers, c'est peut-être pas dans vos capacités. Donc, soyez clairs sur ce que vous offrez. Mais en dehors de cette partie pragmatique de rémunération et d'avantages, c'est qu'est-ce que vous lui promettez en termes de promesses. Si vous lui dites venez dans ma nouvelle entreprise, c'est mon premier salarié et je m'en occupe pas parce que j'ai pas le temps. Faut qu'il soit super autonome, faut qu'il sache déjà tout faire, etc. Quel intérêt? C'est pas ça le collectif. Donc oui, c'est fondamental sur la promesse employeur. N'inventez pas des choses qui ne sont pas vraies. Et comment fonctionne votre entreprise? Si vous avez 2 ou 3 collaborateurs, comment ils fonctionnent? Est-ce que vous créez des moments de
collectif? Est-ce que le collectif vit aussi des moments entre eux? Tout ce qui se passe, tout ce qui fait l'âme d'une entreprise, eh ben, il faut le présenter au candidat et il faut pas le surjouer ou ne pas le présenter parce que le collaborateur ou le futur collaborateur vient aussi pour votre promesse de qu'est-ce qui va se passer dans ma vie de collaborateur dans l'entreprise. Et effectivement, faites attention à votre premier collaborateur parce que je le redis, le plug and play, ça n'existe pas. Donc, ça va vous demander du temps. Et ça aussi, il faut y penser lors de votre recrutement. Même si le candidat est brillant et répond à vos attentes, il aura besoin de vous pour pouvoir s'intégrer, comprendre vos clients, comprendre, vous, entrepreneur, qu'est-ce que vous attendez. Et ça va passer par des feedbacks réguliers. Mais on y reviendra parce que là, ça fait partie de la partie plutôt onboarding. Pour autant, lors de l'entretien et lors de la sélection des candidats, il faudra raconter comment vous fonctionnez. Si vous êtes quelqu'un en disant je prends une idée, je suis mon idée et je la vais jusqu'au bout, ben, il faut expliquer que vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes plutôt à dire je prends une idée, j'en prends une autre, je en prends une autre, mais pour autant je fais avancer, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formule, mais il faut expliquer comment vous travaillez pour que la personne en face de vous, elle puisse se dire ah oui, ça correspond bien à mon mode de fonctionnement ou là, ça va être compliqué. Est-ce que vous avez envie de lui donner tout de suite de l'autonomie, des responsabilités, des délégations, ou vous allez attendre un certain temps? Ben, ça, c'est vous qui décidez. Je ne dis pas qu'il y a des bonnes ou mauvaises formules, mais ça, il faut le dire. Vous aurez une délégation sur X tel sujet, peut-être au bout de 6 mois. Mais au bout de 6 mois, il faut lui donner, si la personne répond à vos attentes. Mais il ne faut pas lui dire ah ben vous aurez tout de suite des délégations, et puis en fin de compte, ah ben non, je ne vous en donne pas tout de suite. Ça, c'est de la mauvaise promesse. Donc pensez à votre promesse employeur. Je voudrais que tu me donnes un exemple d'erreur de recrutement, si on reste encore sur le recrutement, puis après on passera sur le onboarding d'ici quelques minutes, mais sur le recrutement, en partant du principe que l'entrepreneur, il est bien intentionné. Et quelle est l'erreur la plus classique qu'il pourrait faire dans son recrutement, tout en étant bien intentionné? Est-ce que tu as une idée? En termes de profil d'individu, je sais pas en termes de profil d'individu, c'est-à-dire qu'il veut recruter, donc et on parle même sur la phase en fait d'entretien, la personne a vraiment l'intention de vouloir bien faire, mais elle est à côté de la plaque. On va revenir. Moi, je pense que l'erreur la plus classique lors de l'entretien, on viendra sur l'étape d'avant, mais la plus classique, c'est ne pas écouter, ne pas observer pendant l'entretien, parler tout le temps. Moi, j'ai eu pendant mon expérience dans les grosses entreprises à faire des entretiens avec les managers. Et souvent, c'est ce que je leur disais, on ne parle pas. Ça veut pas dire qu'on met mal à l'aise le candidat. Il faut être sympathique. Plus il sera à l'aise dans l'entretien, plus il livrera plus facilement son état d'esprit. Mais il faut pas lui raconter tout ce que vous attendez du poste, parce que en face de lui, en face de vous, le candidat va dire ah bah tiens, il m'a dit qu'il fallait de l'autonomie, donc je vais lui raconter que je suis autonome. Non, vous lui dire c'est le candidat qui parle en premier. Pour moi, ça, c'est vraiment important. On lui dit, on lui remercie. Il a vu l'annonce, donc déjà, est-ce qu'il a bien lu l'annonce? Vous allez voir dans votre expérience combien de candidats ne lisent pas votre annonce. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment motivés pour venir? Mais on anticipe un petit peu parce que pour moi, il y a une étape avant et on va revenir sur écouter, observer pas simplement ce que dit le candidat, mais aussi dans son body language, qu'est-ce qu'il est en train de vous raconter. Mais la première chose, pour moi, une fois que vous avez publié votre annonce, que vous avez bien sélectionné, vous avez checké le niveau de rémunération, checké votre promesse employeur, c'est vous lancez l'annonce. Et bien alors, dépêchez-vous. Les meilleurs candidats arrivent en premier, dans les 3 premiers jours. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous les traitiez au fil de l'eau. Si vous attendez, je vais attendre 15 jours, c'est terminé. Le marché de l'emploi est tel que les candidats répondent à de nombreuses offres. Donc, si un candidat est bien, et c'est souvent dans les 3 premiers jours que c'est vraiment des candidats qui collent à vos besoins,
tout de suite un entretien et un entretien téléphonique, parce que tout le monde met son numéro de téléphone. Hop, tout de suite, c'est la réactivité. Il faut que le candidat, il veut un process de recrutement qui soit fluide, qui soit rapide et simple. Un appel téléphonique. Vous avez répondu à notre annonce. Voilà, à mon annonce. Comment vous vous présentez, etc. Un quart d'heure par téléphone. Ça vous prend pas plus de temps. Est-ce qu'il est bien dans l'attendu? Est-ce qu'il est bien en recherche? Est-ce qu'il a-t-il lu l'annonce déjà? Parce qu'il y en a qui répondent tellement vite qu'ils lisent même pas l'annonce. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est dans le salaire? Quel salaire il a à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que ça colle par rapport à ça? Ça, c'est vraiment pour moi. Et là, qu'est-ce que vous montrez? Vous montrez votre grande réactivité et vous ne perdez pas de candidat. Le temps que vous avez passé à rédiger votre offre, à la publier, à penser à tout ce qu'on vient de dire, et vous allez attendre 15 jours, quelle image vous renvoyez vis-à-vis du candidat? Que vous n'êtes pas réactif. Or, c'est pas ça. Dans votre boîte, vous êtes réactif fondamentalement. Ça fait partie de votre ADN. Donc, absolument, et c'est dans les 3 premiers jours qu'il faut répondre le plus vite possible, au fil de l'eau et par un appel téléphonique. Ça suffit, c'est déjà une présélection. Et dans cet appel téléphonique, posez les 3 grandes questions. Il est disponible? Qu'est-ce qu'il a lu de l'annonce? Comment il veut travailler? Parce que beaucoup de gens disent, on aimerait que le poste il soit full télétravail. Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez ou pas? Ça, c'est à vous de décider. Les points essentiels. Et si la personne, à la fin de l'entretien téléphonique, vous a donné un certain nombre d'éléments où vous dites ça, c'est pas possible, c'est rédhibitoire, vous lui dites tout de suite. On est dans un contrat, on parlait tout à l'heure de belles rencontres, il faut que ça soit une belle rencontre et parfois on fait une belle rencontre mais au final on va pas plus loin. Donc il faut absolument dire non, écoutez, ce point-là, c'est pas un poste où on fout le télétravail, donc pour moi ça pose un problème, on va pas aller plus loin, je vous remercie, merci de l'entretien, bonne continuation. Ça suffit. Et là, vous renvoyez une image positive de votre entreprise parce que si quelques temps après, vous avez besoin, que sais-je, de continuer à recruter et que la personne revoit, elle dira plutôt de bien, c'était rapide, on m'a appelé, on a été clair avec moi sur le process de recrutement et ça n'avait pas collé, mais gentiment, on m'a dit que ça collait pas. Et de la même manière, si votre candidat, il colle bien à ce que vous vous dites, tiens, ça pourrait matcher, ok, écoutez, ça serait bien qu'on s'approfondisse et tout de suite on fixe un rendez-vous le plus rapidement possible. Pas dans 15 jours. Vous êtes réactif. Donc le réactif, oui, je sais, c'est compliqué. Vous allez me dire, mon planning, il est hyper booké. Mais si vous voulez une personne, il faut dégager du temps. Donc, c'est tout de suite lui fixer un rendez-vous. Et quand vous avez 2-3 candidats qui collent bien, essayez de les concentrer. Ne faites pas un candidat une semaine, un candidat l'autre semaine, un autre candidat troisième semaine. D'abord parce que vous allez perdre le fil. Vous vous souviendrez pas, notre esprit est comme ça. Vous vous dites, tiens, comment je vais les comparer pour pouvoir les choisir? Il faut les regrouper. Parce que toute la journée, vous passez d'un sujet à un autre et que en ce moment, ce sujet-là, vous êtes sur votre recrutement, vous concentrez vos entretiens pour être sûr d'avoir la vision la plus fraîche possible et pouvoir comparer un candidat ou un autre. Ok, donc je résume en fait ce que tu viens de dire, c'est il faut préparer en fait sa campagne de recrutement. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut se laisser du temps tout de suite après le lancement de l'annonce, parce qu'effectivement si derrière t'es booké, tu perds une semaine en déplacement à l'île Maurice, ça va être compliqué pour toi de rappeler les candidats. Donc en fait il faut planifier en fait son recrutement. Après, derrière, quand tu as les premières offres, tu rappelles directement. C'est-à-dire tu ne prends pas rendez-vous pour un appel téléphonique, tu appelles directement la personne. Comme ça, tu la surprends, elle n'est pas préparée et du coup, elle est beaucoup plus naturelle. Absolument, c'est tout à fait ça. Et donc, les questions que tu poses, est-ce que vous avez lu l'annonce? Est-ce que vous êtes disponible? Et est-ce que le contexte du travail, c'est ça? Voilà. Et puis, quelles sont, par exemple, vos attentes salariales? Parce que c'est pas à peine de perdre du temps avec un candidat qui est hors de vous ou qui demande un salaire qui ne correspond pas à ce que vous avez fixé. Et vous montrez que quand vous allez parler de votre promesse employeur, si dans votre promesse employeur, vous dites, chez moi, j'ai besoin de grande réactivité vis-à-vis de mes clients, vous montrez que votre promesse employeur, vous l'appliquez, vous avez été réactif. Alors maintenant, on est au stade où vous avez sélectionné 2-3 candidats. Donc, je le répète, concentrez vos entretiens. Sinon, vous allez perdre le fil. Rappelez-vous, tout à l'heure, on disait,
quand on a préparé sa fiche de poste, on a la grille, en tout cas une grille qui vous permet de quelles sont les qualités, les compétences, le savoir-faire, le savoir-être incontournable de votre poste. Et ben ça, c'est votre base d'entretien. Donc vous allez, comment dirais-je, fixer un entretien. Alors, moi, je suis pas la fan des entretiens qui durent 3 heures. Ça ennuie tout le monde. On perd. Voilà. Moi, je pense que 1 heure, 1h30, c'est largement suffisant. Mais moi, je rajoute toujours, et ça, il faut le dire toujours aux candidats tout de suite, je rajoute une demi-heure pour tester, et on va y revenir, un peu les compétences, les connaissances, si c'est un métier technique, les connaissances par un petit exercice, des petits exercices qui durent une demi-heure, ça suffit. Et ça fait partie, et donc je pense qu'entre l'entretien et le petit test de connaissances, tout ça, c'est maximum 1h30. 2 heures si c'est vraiment quelque chose d'un peu plus complexe dans le métier. Et une règle d'or. Donc, écoutez, observez, et j'ai envie de dire, taisez-vous. Voilà. Les managers parlent beaucoup trop, le recruteur parle beaucoup trop. Donc, vous introduisez, vous mettez à l'aise. Voilà, c'est pas une salle de torture. Au contraire, là encore, c'est votre image employeur. Vous mettez à l'aise et puis vous demandez au candidat de se présenter. Et vous lui laissez à peu près, vous lui dites, voilà, je vous laisse à peu près un quart d'heure, 20 minutes, présentez-vous. Si vous lui laissez un temps un peu court, un quart d'heure, 20 minutes, vous allez voir s'il a une capacité de synthèse, par exemple. Si vous faites 3 quarts d'heure de présentation ou capacité de synthèse, vous pouvez quand même vous poser quelques points d'interrogation. Donc, laissez-le se présenter. On lui dit, observez ce qu'il vous dit, observez les mots qu'il utilise, notez-le. Si le candidat veut prendre des notes, vous pouvez lui laisser prendre des notes, bien évidemment, et vous aussi, prenez des notes. Notez juste les mots qu'il est en train de vous dire. C'est pas neutre dans notre langage français, les mots sont importants. Voyez aussi comment il se présente. Si c'est un poste pour un commercial, est-ce qu'il prend l'espace autour de vous ou est-ce qu'il est tout dans un petit coin presque à sortir du bureau parce qu'il se sent pas très bien à l'aise? Est-ce qu'il vous envahit aussi? Est-ce qu'il y a des candidats qui parfois franchissent presque la limite de la table pour venir vers vous? Est-ce que ça vous convient ou pas? Parce que ça veut dire que il y a une forte probabilité qu'il soit comme ça un petit peu dans la vie courante. Une fois qu'il s'est présenté, reprenez la parole pour réexpliquer votre poste, mais juste un quart d'heure. Limitez-vous. Et à partir de là, on rentre dans la partie échange. Et dans la partie échange, puisque vous avez à côté de vous la grille des incontournables, est-ce qu'il a répondu à tous vos incontournables? Et s'il n'a pas répondu, c'est vous qui pilotez l'entretien et c'est vous qui allez le rechercher sur les incontournables. Par exemple, tout à l'heure, on disait le collectif. Pour vous, c'est absolument incontournable. Eh bien, demandez-lui de raconter une histoire. Et cette histoire, c'est son histoire à lui. Donnez-moi 2 situations où vous avez joué un collectif et là, ça a été fabuleux. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est passé? Et puis, expliquez-moi, est-ce que vous, dans votre expérience professionnelle, vous avez eu un moment où le collectif, ça n'a pas été ça, et qu'est-ce que vous pourriez faire différemment? Et laissez-le parler encore une fois. C'est plus facile pour un candidat de raconter ces histoires-là. Et checker si vous avez eu toutes les réponses à vos questions sur les incontournables. Et si vous n'avez pas eu, vous reposez la question. C'est vous qui menez votre entretien, c'est votre entreprise, c'est vous qui recrutez. Est-ce que, voilà. Ouais, non, c'est très clair et c'est vraiment, j'apprends des choses alors que j'ai quand même un peu d'expérience et pratiqué quelques recrutements et j'apprends encore des choses. Ce qui m'intéresse ici, c'est la posture de séduction qu'on peut retrouver chez beaucoup de managers. Ils parlent beaucoup. Ouais. Mais j'ai eu des managers qui recrutaient pour leurs équipes et j'accompagnais et je voyais qu'il y avait souvent des postures de séduction. Alors, on parle souvent de la posture de séduction de la personne qui cherche à se faire embaucher, mais on peut parler aussi de celle qui cherche à recruter. Et Oui. je voudrais que tu abordes ce sujet-là et en parallèle à ça, c'est de voir est-ce qu'il y a une évolution dans les processus de recrutement. C'est de plus en plus compliqué, a priori, de recruter. C'est en tout cas tout ce que mes clients me partagent. Et là, je parle des grandes entreprises pour le coup.
Donc, est-ce que du coup, il n'y a pas une inversion qui se fait, où il y a une certaine époque, c'était le salarié qui devait séduire l'employeur, et est-ce qu'on n'est pas maintenant dans l'inverse, dans la séduction de l'employeur à l'employé? Bah, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que il y a beaucoup de postes ouverts à l'heure d'aujourd'hui et on dit il y a moins de candidats. Je pense que il y a aussi des gens qui sont plus tentés par le passé sur une expérience d'entrepreneur, parce que aussi les candidats ils ont envie. Tout à l'heure, je parlais de promesse employeur, et dans cette promesse employeur, et il y a effectivement le poste, la rémunération, mais la manière dont ils vont être managés, pilotés. Ils souhaitent vraiment également de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, et donc de travailler autrement. Il y a tout la modalité de télétravail et comment s'organise le télétravail. Donc sur la partie séduction, moi, je pense qu'on séduit le candidat quand on lui dit clairement les choses, quand on explique que voilà, vous managez en faisant, il y a des objectifs, on fait des feedbacks réguliers, on fait des réunions une fois par semaine, 2 fois par semaine, on réunit l'équipe collectivement, on organise des moments de convivialité, et ça, c'est votre honnêteté. Et pour moi, la séduction, c'est l'honnêteté que vous allez passer sur voilà comment ça se passe dans mon entreprise, et si c'est votre premier salarié, voilà comment j'ai envie qu'on travaille ensemble. Dites-lui vraiment dans cet aspect séduction, ne vendez pas ce que vous ne ferez pas. Voilà comment ça va se passer, voilà comment j'ai envie qu'on travaille. Ben, on se verra le lundi, on se verra le vendredi, peu importe. On discutera, j'ai besoin de quelqu'un qui sera autonome, ou je vous laisserai de l'autonomie au bout de X temps. Soyez honnête. Et ça, pour moi, ça c'est vraiment important, parce que le candidat, il cherche vraiment ce type de choses. Et puis autre chose, à la fin de l'entretien, l'honnêteté, c'est qu'est-ce qui vous plaît bien dans sa candidature. D'abord, il faut lui poser la question, est-ce que lui, ça l'intéresse? Qu'est-ce qui, dans ce que vous avez vu là au bout de 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, qu'est-ce qui l'intéresse lui? Qu'est-ce qui peut lui poser le problème? Et écoutez ce qu'il est en train de dire. Ne pensez pas tout de suite oh bah il veut pas venir. Non, écoutez ce qu'il est en train de vous dire. Et vous aussi, faites un feedback. Bah, sur tel aspect, ça vous me l'avez bien expliqué, ça j'ai apprécié. Sur tel aspect, dans mon entreprise, ça risque de poser problème. Et je vous explique pourquoi. Ça aussi, un feedback à la fin d'entretien. Parce que quelquefois, j'ai d'autres candidats, je vous donnerai la réponse dans 15 jours. Non, vous savez bien à la fin de l'entretien si globalement vous avez envie d'aller plus loin ou pas envie d'aller plus loin. Et il faut lui dire. Voilà, je sais que c'est compliqué. On est notre relation peut-être là plus française. Moi qui ai travaillé dans d'autres sociétés étrangères, c'est peut-être un peu moins vrai à l'étranger, mais en France c'est un peu compliqué de faire un feedback. Faites un feedback, c'est ce que souhaitent les collaborateurs. Si le collaborateur vous dit moi j'ai besoin de beaucoup de formation, et que vous avez décidé pour X raisons que la première année non c'est pas possible, il y a autre chose, etc. Vous dire la première année vous ferez une formation où je vous accompagnerai, mais de la formation en termes de diplôme ou de formation extérieure, non, ça sera peut-être pas possible cette première année. Faut lui dire les choses. Et ça, il y aura pas de mauvaise surprise, et on verra avec le onboarding que ça fait partie aussi d'un bon onboarding si on a bien fait le boulot en amont. Et puis, je disais tout à l'heure de tester ses connaissances. Vous recrutez un comptable, ou vous recrutez, je sais pas, quelqu'un qui va faire de la comptabilité, va préparer un exercice. Et là, dites-le avant l'entretien, avant de le convoquer. Donc, on va se voir pour un entretien physique, pour faire connaissance, etc. Et puis, je vous garderai une demi-heure. Il y aura un petit exercice. Voilà, c'est pas. Je vous donnerai, je sais pas moi, un exercice comptable, peu importe. Vous allez trouver quelque chose. Si vous cherchez quelqu'un qui doit rédiger des textes en communication, ben voilà, je vais vous donner un petit exercice, et puis je vous mettrai dans un bureau, et puis vous aurez un quart d'heure pour me rédiger quelque chose. Et quand la personne, voilà, vous lui donnez maximum, alors pas un truc qui prend 4 heures de rédaction, hein, il va pas faire 25 lignes sur quelque chose, mais soyez pragmatique pour être sûr
que sur les basiques que vous attendez. Voilà, quelqu'un qui vous dit je sais très bien rédiger, soit il a des articles qui peut vous les apporter lors de l'entretien qu'il a rédigé, etc. Et puis vous lui demandez pendant un quart d'heure de rédiger quelque chose. Et à la fin de cette rédaction, de la même manière, vous n'allez pas lui dire maintenant au revoir. Vous prenez, vous regardez, vous dites ça c'est sympa, ou pourquoi vous avez abordé cette question-là comme ça. Là, c'est du très concret, c'est quasiment ce que vous allez vivre avec votre candidat, futur collaborateur, tous les jours. Il a fait une rédaction, par exemple, d'un article pour les réseaux sociaux. Pourquoi il a abordé cet angle-là? C'est intéressant de savoir comment il construit sa réflexion. Parce que c'est ça qui va, si vous le recrutez, c'est avec lui ou elle que vous allez travailler tous les jours. Donc, faites une échange. Voilà. Excuse-moi, Corinne. J'ai une question qui vient, tu as parlé d'une notion qui est hyper importante, de faire un feedback en fait lors de l'entretien. Est-ce que tu conseillerais, alors là on va se mettre dans la peau du salarié qui cherche à se faire recruter, de poser la question à la fin de l'entretien, qu'est-ce que vous avez pensé de ma candidature? Moi j'ai changé beaucoup de fois de job et j'ai toujours posé cette question-là. Okay. Parce que c'était important en face c'est toujours un peu, si la personne n'a pas trop l'habitude, il y a un côté on se tortille un peu, je disais regardez un peu le body language des gens qui sont en face de vous, et puis en fait la personne peut vous dire c'est là vous en fait assez facilement les gens là c'est intéressant mais j'attendais une réponse sur tel sujet et je l'ai pas eu et je vous ai posé 3 fois la question. Et ça, voilà. Alors après, faut le faire gentiment, avec bienveillance, etc. Bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il faut poser cette question. Oui, bien sûr. On est dans un entretien d'adulte à adulte. Il n'y en a pas un qui a plus de poids que d'autres. Quand on choisit son employeur, on le choisit dans sa globalité. Et inversement, quand on choisit son collaborateur, on le choisit pas simplement sur ses compétences techniques, mais sur un individu, sur sa capacité à intégrer votre promesse employeur, votre état d'esprit d'entreprise. Et puis, tu parlais tout à l'heure au début sur sa capacité à évoluer. Si quelqu'un il y a des gens qui vous disent, moi, je suis sur ce métier-là, je suis très bien, j'ai pas trop envie d'en bouger. C'est peut-être très bien par rapport au poste que vous cherchez, mais est-ce que ça correspond à vos attentes pour le développement de votre entreprise? Alors d'aujourd'hui, il n'y a que vous qui pouvez répondre à ça. Autre chose que vous voyez, ça j'ai vu aussi beaucoup, quand vous êtes plusieurs, si vous êtes par exemple 2 fondateurs et que vous recrutez une personne, de la même manière que vous avez regroupé les entretiens avec les candidats, regrouper les entretiens avec vous 2 fondateurs pour qu'il n'y ait pas 15 jours entre vos entretiens et autres. Et ne posez pas les mêmes questions. Combien de fois j'ai vu des fondateurs qui me disent je pose les mêmes questions, comme ça on voit s'ils répondent 2 fois la même chose. Voilà, oui, il y aura toujours un candidat qui va pipoter, voilà, mais la majorité va répondre la même chose parce que vous posez les mêmes questions. Ça va vous apporter quoi? Accès, si il y en a un qui est plus financier et l'autre qui est plus, je sais pas, communication, chacun va poser des questions dans son domaine déjà, avec sa personnalité, et ne posez pas la même manière. Par contre, la grille dont on parlait tout à l'heure sur les critères incontournables, vous avez la même. Et vous, à la fin de l'entretien, chacun se pose, si vous faites des entretiens séparés, et même si vous êtes des entretiens collectifs, on se pose 5 minutes et on remplit tout de suite la grille. Tout de suite, à chaud. Pas après 3 réunions ou le lendemain, etc. Vous aurez perdu. Votre cerveau, il a une mémoire d'immédiateté. Et en immédiateté, par rapport à les critères que vous avez besoin, est-ce que dans votre poste, est-ce qu'ils ont répondu ou pas? Et tout de suite à chaud. Que vous soyez tout seul ou que vous soyez plusieurs. Je te propose qu'on passe au onboarding. Bien sûr. Même si on l'a déjà commencé un peu à l'aborder, mais... Ouais, la première phase de l'onboarding, c'est, ça y est, vous avez trouvé le candidat ou la candidate de vos rêves, pile poil, c'est ça. Eh ben, n'attendez pas 10 jours pour lui envoyer une promesse, un contrat. Voilà, ça c'est pareil, c'est la réactivité tout de suite. Un petit message, super, je suis ravie, c'est vous que je choisis. Un appel téléphonique. Et pendant la période, et la personne répond positivement, c'est très bien. La personne peut vous dire, je vais réfléchir. Donc, est-ce que, parce que il a aussi, c'est un risque, voilà. Donc, mais par contre, si la personne vous dit, ah oui, moi aussi, je suis très contente, j'ai vraiment envie de rentrer chez vous,
eh ben ça y est, il est déjà collaborateur et c'est déjà le début de votre onboarding. Alors dans le jargon des RH, on appelle ça du pré-onboarding, mais c'est du onboarding. C'est-à-dire que vous allez l'appeler pendant la période où la personne donne sa démission. Il y a toujours un laps de temps entre la personne où vous avez confirmé la personne qui arrive. Eh ben vous allez déjà l'appeler. Alors lui envoyer le document sur la boîte. Alors peut-être pas des choses hyper confidentielles, enfin ce que vous communiquez en interne. Vous allez lui passer un petit coup de téléphone régulièrement. Comment vous allez? Je suis content. Voilà. On fait un petit pot avec l'équipe. Rejoignez-nous. Comme ça, vous connaîtrez l'équipe. Faites comme si la personne était déjà là, que la personne vienne voir les locaux, vienne rencontrer des collaborateurs, vienne vous rencontrer, premier échange, etc. Voilà. Et vous, pendant ce temps-là, gardez toujours le contact. C'est le fil. Voilà. C'est votre. Ça y est, la personne est déjà dans votre équipe. Et vous, pendant ce temps-là, vous organisez son arrivée. C'est-à-dire que il faut, quand la personne arrive, il faut qu'il y ait des choses très matérielles. Hein. Le PC, voilà. Prévoyez un petit déjeuner. Ça, généralement, on y pense. Puis souvent, on me dit, voilà. Aujourd'hui, on a fait un onboarding. On a été déjeuner avec la personne. Ça, c'est bien. Non, c'est pas suffisant. C'est pas une journée. Le onboarding, il commence quand vous avez envoyé la promesse d'embauche. Voilà. Il va se dérouler quand vous lâchez pas le futur collaborateur jusqu'à son arrivée physique dans l'entreprise. Et il s'arrête à la fin de la période d'essai. Positive ou négative, positive, on va être optimiste, à la fin de la période d'essai. Et pendant cette période-là, là encore, c'est un travail que vous devez faire. Je sais, ça prend du temps, mais c'est indispensable. Qu'attendez-vous de la personne pendant ce onboarding? Qu'attendez-vous à la fin de la première semaine, à la fin du premier mois, à la fin du deuxième mois? Enfin, ça dépend de la longueur de la période d'essai. Et dites-lui que, là encore, vous êtes honnête, la période de onboarding et cette période d'essai, il y aura des objectifs et des feedbacks. Et généralement, c'est un bon feedback à la fin de la première semaine, de la deuxième semaine. Et voilà. Et ça, c'est absolument incontournable. Et il faut organiser qu'est-ce que vous allez lui faire pendant cette première semaine, pendant la deuxième semaine et pendant au moins sur le premier mois de manière assez pratique et qu'est-ce que vous attendez comme résultat. Donc, je sais, vous allez dire, ça fait un peu grosse boîte et tout. Non, c'est pas pour des grosses boîtes, c'est pour tout le monde. Et vous-même, quand on a changé de job, on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Donc, il faut être, la première semaine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être avec qui? Comment ça va se passer? Le vendredi, souvent, on se prend une heure. Comment s'est passée la première semaine? Un peu les réactions à chaud, expliquer peut-être que la personne n'avait pas tout à fait compris. Alors, je reviens sur le sujet, etc. Je commence à monter en compétences. Et la semaine suivante, vous allez faire ça et on aura de nouveau un rendez-vous vendredi. Et moi, j'attends qu'au bout de peut-être 3 semaines, vous soyez en capacité de traiter tel et tel dossier. Et vous regardez si la personne est en capacité de traiter tel ou tel dossier. Parce que une période d'essai, c'est fait pour ça. Je sais que c'est compliqué de se dire, j'ai tout bien fait, j'ai fait le processus comme il fallait, j'ai trouvé que le candidat ou la candidate était parfaite. Et au bout de 3 semaines, je me dis, mais c'est pas du tout ça. Je vais vous dire, il faut mieux ne pas être accompagné que mal accompagné. Et la période d'essai est faite pour ça. Donc, à un moment, il faut mieux s'arrêter et que de continuer sur quelque chose qui n'ira pas et qui en plus risque de vous coûter cher passer cette période d'essai. Mais pour ça, il faut que vous soyez clair dans vos attendus. Si vous l'avez pas accompagné, ce sera facile de dire à la fin, il répond pas à mes attentes. Oui, vous lui avez pas donné des informations, vous lui avez pas aidé, vous l'avez pas aidé à intégrer. Vous n'avez pas mesuré aussi la qualité de son travail et sa qualité d'intégration dans l'équipe. Écoutez aussi si c'est quelqu'un qui rentre dans une équipe de l'équipe de votre entreprise, écoutez ce qui se passe dans l'équipe, observez. Est-ce que la personne va naturellement vers ses collègues? Est-ce que les collègues vous reviennent en disant la personne, le nouveau il est top ou la nouvelle elle est top, etc. Est-ce qu'ils vont prendre spontanément un café ensemble? Tout ça, c'est des éléments qui vont vous donner des petits signaux que ça se passe bien ou que ça se passe pas très bien. Et écoutez ça, même si vous vous dites non, il me faut absolument quelqu'un et quoi qu'il arrive, je vais faire un peu comment l'aveugle et je vais pas voir ce qui est une évidence, c'est que ça colle pas.
Et là encore, ne vous culpabilisez pas, je le disais au tout début, ce n'est pas une science exacte. On peut faire très bien un processus de recrutement, très bien une sélection, et à un moment, ça ne matche pas parce que nous sommes deux, c'est comme dans un couple. Ben, il y a un moment, ça peut être aussi l'autre qui ne colle pas avec son environnement, avait imaginé des choses et ça colle pas, ou tout simplement à continuer un autre process de recrutement, et ça arrive très souvent. À l'heure d'aujourd'hui, il y a à peu près 15% de no-show. Alors, quand on parle de no-show, c'est des gens où vous avez fait tout le process tout bien. Je vais dire, s'il y avait une note à donner, 10 sur 10, sauf que la personne ne se présente pas. Elle se présente pas le premier jour, voire à la limite, elle vient une journée et ne se représente plus. Et ça, c'est très courant. Donc, ne vous dites pas… 15%, c'est énorme. 15%, ouais. Ne vous culpabilisez pas, hein, c'est pas vous. C'est dans l'air du temps, le respect du contrat de travail signé. J'ai connu ça quand j'ai commencé il y a fort longtemps, mais Le respect se perd. maintenant, le respect se perd. Oui, ça fait un peu ancienne DRH, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils viennent pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous devez vraiment commencer votre onboarding tout de suite. Dès que vous avez confirmé que c'est la personne que vous choisissez, ne lâchez pas, parce que ça montre aussi que à la personne que vous intéressez à elle. Les gens ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous intéressez à elle et pas simplement aux compétences. Et ça fait partie aussi de votre promesse employeur. Je voudrais te poser une question qui change un peu, mais mettons que tu voudrais échouer ton onboarding. Ça serait quoi les 3 conseils que tu pourrais donner pour être radicalement sûr d'échouer son onboarding? Alors, radicalement sûr. De pas le contacter, d'envoyer mon contrat de travail et de rien faire jusqu'à la date d'arrivée. Ne pas prévoir son arrivée, c'est-à-dire un truc, ne pas donner l'heure d'arrivée, les codes de la porte, lui dire ah mais j'avais commandé votre ordinateur mais il n'est pas arrivé. Ah ouais, c'est arrivé, hein. Voilà, je ne sais pas où je me présente. Enfin, il y a des candidats, je ne sais pas où je me présente le premier jour, quoi. Qui va me recevoir le premier jour, de faire un bonjour. Ah oui, c'est vrai, vous êtes là, mais j'ai pas le temps. Ce matin, je me rappelais plus que vous arriviez. Je suis désolée, mais j'ai pas le temps de m'occuper de vous. Bonjour, ouais, c'est pas terrible. Très. En fait, et franchement, pour l'avoir vu, malheureusement, ouais, c'est assez terrible. Je l'ai vu souvent aussi. Ouais, c'est pas respectueux de la personne. Or, ne faites pas aux autres que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Nous, quand on est tous rentrés dans une boîte, qu'on soit accueillis, vous allez être reçus par, voilà. Alors dans les grosses boîtes, on fait la journée de bienvenue, etc. Mais dans les petites boîtes, c'est aussi, on vous fait le tour des bureaux, on vous montre, on vous explique, on vous dit tiens, il y a un restaurant du coin, il est super sympa, etc. On va aller avec l'équipe. Mais ça s'arrête pas là. Surtout pour moi, ça c'est aussi une troisième erreur, c'est penser qu'une fois que la première journée elle s'est passée, on lui dit voilà, et puis le tas de dossiers il est là et ça il faut le traiter tout de suite. Voilà. Donc ça c'est aussi une grosse erreur pour tromper, pour être voilà, c'est non respectueux de la personne. Et vous vous donnez pas les chances de faire progresser votre collaborateur, de l'intégrer à votre équipe. Et la personne, n'oubliez pas, hein, la personne peut avoir choisi votre poste, mais pour autant, comme chacun, elle avait d'autres processus de recrutement qui ont avancé plus ou moins rapidement par rapport à votre poste. Donc très rapidement, elle peut dire écoutez, moi je mets fin à ma période d'essai et puis je vais ailleurs. Et donc vous aurez perdu beaucoup de temps. Et ça coûte très cher parce que vous aurez perdu du temps, de l'énergie. Et si vous avez d'autres collaborateurs, vous aurez renvoyé quelle autre image aux collaborateurs? Pas terrible, qu'on n'arrive pas à intégrer dans cette entreprise. Ça, c'est souvent un signe qu'il se passe quelque chose dans le collectif. Or, ça, c'est vraiment fondamental. J'ai l'habitude de dire qu'il faut traiter ses salariés comme on traite ses clients. Et ça, j'ai beaucoup de clients, des chefs d'entreprise qui ont du mal à le comprendre. Quand je demande quelle est la priorité à un chef d'entreprise pour son entreprise, il me répond souvent c'est les clients. La priorité de l'entreprise, c'est les clients. Mais la priorité du chef d'entreprise, c'est pas ses clients. La priorité du chef d'entreprise, c'est ses salariés. Et la priorité des salariés, c'est de s'occuper des clients quand ils sont directement en face des clients. Mais si le salarié se sent reconnu dans ce qu'il fait et se sent priorisé par le chef d'entreprise ou son management ou par la gouvernance, il sera beaucoup plus enclin à bien s'occuper de ses clients. Exactement, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions.
Et vous le Exactement. voyez bien, quand dans une entreprise ou même dans une boutique ou n'importe où on arrive, où les gens sont bien traités, ben, généralement, ils traitent très bien le client. Et ça, c'est quelque chose d'un élément pour développer le chiffre d'affaires. Et puis, j'ai envie de dire aussi, c'est une fois que vous avez validé, vous dites ça y est, la période d'essai et le onboarding s'est bien passé, voilà, ben valorisez-le, dites-le, vous êtes Mm. content, faites-le savoir. On est toujours dans notre à être dire, on dit que ce qui va pas bien, mais non. Voilà, ben écoutez, je vous vraiment merci déjà, dites merci et s'il y avait on Mm. disait plus merci dans les entreprises, ça serait mieux. Mais Mm. dites merci, vous vous êtes investi pendant cette période. Moi aussi, je suis content, on a progressé ensemble. C'est top, vous apportez un plus à l'équipe. Bravo, félicitations. Et vous le faites savoir Mm. autour de vous. Et vous écrivez, moi aussi. Alors là, tout le monde leur dit, ah mais oui, mais alors moi j'ai eu des cas où je lui ai rien dit. Bah donc il a supposé qu'il était confirmé. Mais ça veut dire quoi? J'ai Mm. rien dit, Ouais, bien on sûr. suppose. Conclusion, on a des gens qui m'ont dit, bah, voilà, pendant la dernière journée, j'avais la trouille au ventre en me disant qu'il allait me convoquer pour me dire qu'il ne me prenait pas. Mais ça sert à quoi? Mm. Si la personne est bien, même si elle a limite, elle est bien avant la fin de période d'essai, ça aussi. Il y a des, si vous êtes intimement convaincu que c'est la bonne personne, n'attendez pas le dernier jour à 17h pour lui dire, ah, je te confirme. Mm. Quel intérêt? Ça n'a pas aucun sens. Oui, il y a des gens qui peuvent changer de comportement, mais franchement, pour les quelques individus, le peu de C'est rare. pourcentage de gens qui seront de toute façon un peu compliqués à gérer et qui changeront de position, soit parce que c'est un CDD qui devient CDI, soit parce que on lui a confirmé sa période d'essai et que 3 semaines avant il va changer de position. Pour ce peu de pourcentage-là, vous ne valorisez pas tous Mm. ceux, la large Mm. majorité des gens qui changeront pas de position, qui Mm. sont heureux de venir travailler et qui ont juste envie qu'on leur dise on est content de vous avoir à bord avec nous. Et vous allez nous apporter vos compétences et faire progresser le collectif et vous-même. Donc ça, franchement, ça, c'est pour moi Là, vraiment essentiel. c'est entièrement en phase avec toi. Dans l'onboarding, il y a quelque chose d'important à comprendre. J'ai accompagné plusieurs enfin, de mes clients entreprises dans la mise en place de la reconnaissance du salarié dans le travail. La reconnaissance, elle est souvent vue et quasiment exclusivement vue dans la capacité à avoir des résultats. Donc, c'est la reconnaissance du résultat. Et en fait, si on se focus que sur le résultat, on perd en fait une ressource qui est hyper importante dans la construction de la relation et donc dans le collectif à travers la reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas que la reconnaissance du résultat qui a été fait. Il y a d'abord ce qu'on appelle une reconnaissance existentielle. La reconnaissance existentielle, c'est ce que tu disais, le simple fait de dire merci, de dire bonjour le matin, d'appeler la personne par son prénom, non pas par son nom de famille ou encore pire par son trigramme. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises où dans la période d'onboarding et période d'essai, on m'appelait ECH en réunion parce que c'était mon trigramme, Eric Chabot. Donc ça, il n'y a pas de reconnaissance existentielle là-dessus. Quand vous parlez avec quelqu'un, posez votre téléphone, posez votre stylo, regardez-le dans les yeux. Ça, c'est la reconnaissance existentielle et c'est l'une des plus importantes. Si vous n'avez pas celle-là, ça sert à rien de travailler sur toutes les autres. La reconnaissance du résultat, elle est importante, mais elle est pas. Il n'y a pas que le résultat. Il y a aussi la qualité du travail qui a été effectué, même si le résultat il n'est pas encore atteint, même si le résultat il est en cours, même si c'est un échec. Un échec, c'est déjà un premier résultat, donc on peut déjà parler de ce premier résultat. Et puis il y a la reconnaissance du temps investi aussi, quelque chose qui est très très souvent oublié par l'employeur, par le chef d'entreprise ou par le manager. Reconnaître l'implication dans le travail et le temps qui a été investi dans le travail, même si le résultat il n'est pas encore là. Je te remercie d'avoir travaillé sur ce dossier. Je sais que tu as dû y passer du temps. Et ça, c'est une forme de reconnaissance. Et déjà, quand vous savez travailler sur ces 4 formes de reconnaissance-là, vous avez beaucoup de chances de réussir votre onboarding. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est primordial de pouvoir être dans la reconnaissance. La reconnaissance, c'est aussi la naissance de quelque chose. Et ça va dans le sens du bien-être du salarié, mais surtout dans le bien-être de la collaboration, donc de l'entreprise. Oui, et puis pensez au feedback, que ça soit pour le onboarding ou pour le reste de l'évolution professionnelle de ce collaborateur. C'est sur tel sujet, très factuel, sur tel sujet, tu as fait tel truc, je te remercie ou je te félicite, c'était vraiment bien, continue, etc. Et c'est aussi un feedback de progrès sur tel sujet.
tu as fait tel élément, je te suggère de faire autrement parce que ça sera mieux. Et là, tout le monde va bénéficier et vous auriez, utilisez le terme de suggérer, le terme de feedback, expliquer le feedback, parce que à un moment, vous aussi, vous pouvez demander un feedback. C'est pas tout à fait, c'est pas, ça se développe beaucoup, mais c'est pas encore trop dans notre culture un peu française. Mais vous aussi, en tant que chef d'entreprise, dans les échanges. Alors, on a fait cette semaine ensemble, on a été voir des clients ensemble. Si tu avais un feedback à me faire, qu'est-ce que tu me suggérerais de faire peut-être autrement? Et écoutez, ne posez pas la question si pendant ce temps-là, vous regardez votre téléphone, vous êtes pressé, etc. Mais si vous soyez, là encore, honnête, demandez un feedback, c'est écouter. Moi, j'avais une entreprise où on me disait, demander un feedback et recevoir un feedback, c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau parce que c'est comme ça qu'on progresse. Même si de temps en temps, c'est pas si facile que ça à écouter, qu'on se dit, j'aurais mieux fait de faire autrement. Peu importe, c'est comme ça qu'on progresse. Donc, feedback. Après, il y a une question intermédiaire. Et toi, tu aurais fait quoi à ma place dans le cadre de ce rendez-vous, qui est une certaine forme de feedback indirect. Oui, exactement. Et tout le monde progresse collectivement parce que c'est comme ça, on s'enrichit avec les autres. Mais écoute, Corinne, on arrive au terme de ce live. Tu as donné énormément de valeur. Je ne regrette absolument pas. Je suis même très, très contente d'avoir pu t'inviter. Je te dis, j'ai appris des choses alors que j'ai quand même une bonne expérience dans le recrutement, même si je n'étais pas recruteur. Voilà, j'ai appris des choses. J'aurais aimé connaître ces choses finalement au début de mes campagnes de recrutement parce qu'évidemment, on fait des erreurs et on en fait plein. Et des fois, c'est des erreurs qui coûtent cher, des erreurs qui étaient faciles à éviter. On se dit, mais comment j'ai fait pour ne pas voir ça? Mais voilà, ça fait partie de la progression. Je voudrais terminer. D'abord, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant que l'on clôture sur tout ce que tu as pu dire? Un dernier conseil, un dernier tips, non, je crois que j'ai essayé d'être la plus pragmatique possible. Il y a plein d'autres choses parce qu'en plus je suis passionnée, donc je pourrais tenir encore l'antenne encore longtemps. Non, la seule chose c'est on en refera. Voilà, ne vous culpabilisez pas. Vous aurez des échecs en recrutement. J'en ai eu, et pourtant je me dis, j'étais assez blindée sur la partie process. Et il y a des moments, je me suis trompée, et je me dis, mais pareil que. Donc, non, nous ne sommes pas dans une science exacte, mais par contre, prenez votre temps. C'est pas quelque chose que vous faites comme ça entre trois trucs. C'est important. C'est quelqu'un qui va rejoindre votre équipe, qui va peut-être travailler de longues années avec vous, qui va vous apporter plein de choses, qui de temps en temps vous énervera, mais qui vous apportera en collectif plein de choses. Donc voilà, prenez votre temps et dites-vous que un jour, oui, vous vous tromperez. C'est pas grave, mais si vous prenez votre temps et vous faites un processus construit, équilibré, etc., vous limitez les risques de vous tromper. Il n'y a pas de parentalité parfaite, il n'y a pas de management parfait, il n'y a pas de recrutement parfait. Voilà. Ok, merci beaucoup. Si les personnes qui nous écoutent, soit maintenant, soit en rediffusion, puisque ce live sera rediffusé, et qu'ils ont besoin de te contacter, comment ils font? Quel est ton site internet et où ils peuvent te retrouver facilement? Alors, on peut me retrouver, j'ai un site qui est comoconsulting.fr. Sinon, ils peuvent m'écrire à comoconsulting 94 270 gmail.com. Et sinon, mon numéro de téléphone, le 06 14 03 28 15. Et je suis aussi sur LinkedIn à votre disposition. Et ils peuvent te contacter, évidemment, sur Shift. Tout Absolument. simplement en t'adressant un message en direct pour tous les membres du club. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Et Corinne, je te dis à très bientôt. Merci encore pour tout ce que tu as pu donner. J'ai hâte de lire vos commentaires sous ce live et même de répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Avec Corinne, on aura plaisir à y répondre. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée où que vous soyez. Et je vous souhaite un bon recrutement et un bon entrepreneuriat avec la bonne mentalité et de shifter rapidement. Merci beaucoup. Merci Corinne. Belle journée. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Naviguant vers l'horizon d'un futur sans frontières, où chaque rêve détient le potentiel de devenir réalité, Shift se révèle comme l'architecte de votre succès entrepreneurial.
Reconnaissant la diversité des aspirations de chacun, Shift vous offre 3 formules personnalisées, chacune étant une clé ouvrant la porte de votre épanouissement et de votre réussite professionnelle. La formule Influence. Pour seulement 9,90 € par mois, nous vous délivrerons 5 publications LinkedIn par semaine qui vous correspondent, que les gens liront, qui feront briller votre expertise et qui multiplieront rapidement la taille de votre audience. Grâce à notre technologie d'intelligence artificielle, cette formule vous garantit une présence remarquée et remarquable en vous fournissant systématiquement un contenu qui capture l'intention et nourrit l'engagement en seulement quelques secondes par jour. De la création automatique de votre calendrier mensuel de publication à l'accès à une communauté de soutien dynamique, Influence est la formule dont vous avez besoin pour élargir votre réseau et faire du business avec aisance sur LinkedIn. La formule Émergence. Facturée à 49 € par mois, Émergence est conçue pour les visionnaires cherchant à naviguer le monde entrepreneurial avec agilité et confiance. Cette formule enrichit votre parcours d'entrepreneur par des lives hebdomadaires en direct avec nos experts, une communauté d'entraide dynamique, l'accès à tous les replays des lives conférences et bien sûr tous les privilèges de la formule Influence. La formule Ascension, disponible à 99 € par mois, est le sommet de l'accompagnement personnalisé. Outre tous les avantages des formules Influence et Émergence, Ascension vous ouvre les portes d'un coaching personnalisé, d'une bibliothèque de formation spécifique et d'une marketplace exclusive pour élever votre business à un niveau supérieur en un temps record. En rejoignant Shift, vous accédez non seulement à une base de connaissances, mais vous rejoignez également une communauté bienveillante de visionnaires, de leaders et d'innovateurs. Ensemble, nous partageons, nous collaborons et nous créons notre avenir. Que vous soyez à la recherche de compétences de pointe, de perspectives nouvelles ou simplement d'inspiration, Shift vous fera basculer vers un monde de possibilités infinies. Ne restez pas seul sur le long chemin de l'entrepreneuriat. Rejoignez la communauté Shift aujourd'hui et faites partie des shifters et shifteuses qui façonnent leur futur. Ensemble, transformons le potentiel en réalité, l'ambition en action. Êtes-vous prêt à faire le shift ?